L'histoire que nous vous proposons maintenant est digne d'un film noir. En septembre 2003, Christophe Dalmasso, un homme d'affaires niçois de 34 ans, disparaît bizarrement. Les enquêteurs soupçonnent alors son locataire Edno Borba, l'amant de sa fille Lucie. Or, ce dernier accuse Lucie Dalmasso et celle-ci dément et accuse Edno Borba. Alors, que s'est-il vraiment passé? Qui d'Edno Borba ou de Lucie Dalmasso aurait supprimé Christophe Dalmasso? Les deux amants ont-ils conclu un pacte secret? Voici Héritage mortel, une enquête de suspect numéro 1. Edno Borba est brésilien. Il vient de passer 5 ans derrière les barreaux. Le matin même, il était dans le box des accusés jugés pour meurtre. Fait très rare, le procès a été arrêté et l'homme est laissé libre. C'est 5 ans que je parlais, j'aimais personne à mes côtés, mais je suis content, mais encore a des choses à faire et vont faire jusqu'au bout. L'homme qu'il est soupçonné d'avoir tué en 2003, c'est Christophe Dalmasso, un riche homme d'affaires niçois. Il avait 34 ans. Au fil des débats, les doutes sur la culpabilité de Borba ne cessent de croître au point que la présidente décide de suspendre le procès. Edno Borba a désigné dans la salle un autre coupable, Lucie Dalmasso, la propre fille de la victime. Elle est entendue comme témoin dans l'affaire. Entre Christophe Dalmasso et Lucie, les rapports ont toujours été très conflictuels. Disputes, procès, menaces étaient les seuls modes de communication entre le père et la fille. Au niveau affectif, il n'y avait plus rien, il n'y avait rien du tout. À la fin, je pense que quand elle a été adulte, qu'elle a dû peut-être se rendre compte de la valeur que représentait Christophe quelque part, et elle voulait peut-être aller avoir plus que ce que Christophe lui donnait, et il s'est créé une zizanie entre eux, et de là, il y a eu vraiment une vous pouvez plus se voir. Lucie, c'est une petite qui a beaucoup de sang-froid, qui est très déterminée, qui a moi je dirais qu'elle est Machiavel. Elle a toujours réponse à tout. J'aurais jamais pu imaginer qu'on vivrait une telle tragédie et pire que je sois salie, victime d'accusations terribles. On parle de meurtre, on parle de parricide. Lucie Dalmasso aurait-elle commandité le meurtre de son père? Edno Borba, son amant de l'époque, aurait-il participé à cet assassinat? Et pour quelles raisons les amants auraient-ils tué Christophe Dalmasso? Retour sur une affaire toujours pas résolue. Le 2 septembre 2003 à Nice, Christophe Dalmasso, un businessman de 34 ans, disparaît. La veille de sa disparition, nous avons mangé ensemble. C'était à midi et demi, on a mangé ensemble. Et en partant, bon, mon mari s'est souvenu à peine maintenant qu'il a embrassé, chose qu'il n'était pas bisou. Et moi, il m'a fait un signe de la main, il m'a dit « À bientôt, maman ». « À bientôt, maman ». Et on l'a plus revu. Ce bientôt, ça invite au lendemain, mais on l'a plus revu. Les jours passent et Christophe reste injoignable. Il ne rend plus visite à son père, atteint d'un cancer. Pourtant, sa mère refuse de croire au pire. Tous les jours, à partir du 20, il est venu à la maison, il disait à mon mari « Tu sais, papa, un cancer, maintenant, ça se soigne. Tu vas t'en sortir, papa. » Tous les jours, il venait, tous les jours. On n'avait plus de signe de vie. Pour moi, c'était incompréhensible, mais je me raisonnais. 6 jours après sa disparition, dans la nuit du 8 au 9 septembre, la voiture de Christophe Dalmasso est retrouvée incendiée. À l'intérieur, les pompiers découvrent un trousseau de clés qui lui appartient. On va se rendre compte que ce véhicule a été laissé là pour une raison indéterminée. Il brûle, les pompiers interviennent, on va essayer de sauver ce qui reste du véhicule et on va retrouver les clés de Christophe Dalmasso dans la malle. Donc là, c'est vrai, c'est pas normal. On retrouve ses clés, mais pas la sacoche qui contient tous ses papiers d'identité et ses papiers bancaires dont il ne se séparait jamais. Alors, fuite volontaire ou inquiétante disparition? À ce stade, impossible de le déterminer, d'autant qu'une voiture brûlée ne laisse aucune empreinte. Les enquêteurs vont alors se pencher sur la personnalité de la victime. Fils de commerçant en fruits et légumes, il a été élevé par ses grands-parents, membres d'une communauté monastique catholique. Il y développe une grande ferveur religieuse. À 18 ans seulement,
il se marie avec Elisabeth Kirstein, 25 ans, mère d'une petite fille de 5 ans. Une décision qui crée la consternation autour de lui. Un jour, on était à table, et puis il nous dit, il avait 17 ans, et puis il nous dit, je veux me marier. Alors nous, on était étonnés, te marier? Mais tu sors pas, tu sors jamais. Mais avec qui? Alors il nous dit, je l'ai connue à l'église. Ah bon? Ah. Bon, elle a 8 ans de plus que moi. Ah. Le père de Christophe s'oppose formellement à cette union. Dans la paroisse, les rumeurs sur Elisabeth Kirstein vont bon train. La jeune femme a la réputation d'être volage et vénale. Tout pour déplaire à la famille Dalmasso, des bons chrétiens. On avait eu des très mauvais renseignements sur Elisabeth. C'était des renseignements difficiles à entendre sur sa conduite. Alors les paroissiens de l'église nous ont téléphoné. Il faut empêcher ce mariage. Et le prêtre de l'église, monsieur l'abbé Delmazur, il est venu pendant 1 mois au magasin. Il faut empêcher ce mariage. Il faut empêcher ce mariage. En dépit du désaccord de sa famille, Christophe épouse Elisabeth, met ses biens en commun et dans la foulée adopte Lucie, la fille de sa femme. Les débuts du couple sont paisibles. Le jeune homme est un bosseur, il se consacre à bâtir sa fortune. En quelques années, il devient un véritable brasseur d'affaires. Immobilier, gestion d'un garage, il touche à tout, et tout lui réussit. Christophe va également hériter d'une fortune colossale, issue d'une rencontre avec une vieille dame riche, Madame Glenzer. Madame Glenzer, c'est Elisabeth qui l'a connue en premier. Elle était sa gouvernante, elle allait lui tenir compagnie, elle faisait ses commissions. Madame Glenzer, c'est une femme très gentille, très généreuse. Et cette Madame Glenzer, elle s'est pris d'amitié pour Christophe et un jour, elle s'est cassé le col du fémur et elle a demandé à Christophe et Elisabeth d'aller vivre chez eux. En remerciement de tous les soins qu'il lui apporte, Madame Glenzer fait de Christophe son unique héritier. À sa mort, il devient propriétaire de plusieurs terrains en Haute-Corse et du château Beaulieu à Nice, un immeuble de plusieurs étages. Sa fortune est estimée à 15 millions d'euros. Fortuné, Christophe Dalmasso a une personnalité atypique. Il a aussi un rapport à l'argent très particulier. Vous savez, c'était un garçon économe. Il ne jetait pas l'argent par les fenêtres. Moi, à l'époque, je laissais des pourboires quand j'allais quelque part. Et lui, il laissait rien ou presque rien. J'étais étonné, mais c'était lui, ça. Voilà, c'était comme je vous l'ai dit, un garçon entier, gentil, économe, travailleur. Il pensait qu'à ça. Son intransigeance maladive dans les affaires et son caractère insaisissable lui valent beaucoup d'inimitié. Sa personnalité était extrêmement complexe. Sa manière de vivre, sa manière de faire fortune était extrêmement complexe. C'est un personnage particulier, paraît-il doté d'une intelligence extraordinaire et un personnage qui fascinait, qui avait certainement beaucoup d'ennemis. Au sommet de sa réussite professionnelle, tout bascule. Sa vie privée vole en éclats, à commencer par ses rapports avec sa fille adoptive. Très vite, Christophe a du mal à la supporter et la place en pension à l'âge de 8 ans. Puis c'est son couple qui explose, Elisabeth le trompe et enchaîne les amants. Il m'avait raconté qu'il soupçonnait sa femme d'avoir des amants. Il avait attrapé aussi, c'est ce qu'il me racontait, qu'il avait attrapé sa femme une fois en rentrant chez lui à Saint-Césaire avec un homme, et puis voilà. Donc c'était tous ces problèmes. C'est un gars, il a connu sa femme très jeune, donc il n'a pas beaucoup vécu, quoi, je pense. Et puis il était très amoureux de sa femme. Tous ses projets étaient anéantis parce qu'il s'était donné à fond dans son mariage, lui. Lui, c'était pour la vie. J'étais pour la vie, lui. Il en voulait, quoi. Il en voulait d'avoir agi comme elle a fait et surtout que lui, il en a souffert de tout ça. Donc après, c'est sûr qu'après, il avait une grosse rancune. Christophe se résout finalement au divorce. Une séparation douloureuse, d'autant que son ex-épouse ne cesse de lui demander de l'argent. Quant au rapport avec sa fille adoptive, il se dégrade. Il ne veut plus payer les études de Lucie Dalmasso, donc on voit quand même une évolution. C'est-à-dire que les rapports sont quand même de plus en plus tendus. Lucie est devenue une jeune femme. Sur un coup de tête, elle décide de partir aux États-Unis, mais sur place, les choses ne se passent pas comme prévu. Elle demande alors de l'argent à son père pour rentrer en France. Au mois de mai 2001, elle téléphone à son père en pleurant. Elle lui dit « Papa, envoie-moi de l'argent ». Donc Christophe envoie début mai, il envoie l'argent.
Et qu'est-ce qu'elle fait en arrivant? La première chose qu'elle fait, elle va à la poste, elle va vider un compte que son père avait ouvert à son nom, mais son père était mandataire. Christophe Dalmasso refuse que sa fille touche à cet argent. Il fait opposition. Lucie devient interdit bancaire alors que son père est multimillionnaire. Sa rage envers cet homme ne va faire que croître. Elle va, le 1er juin 2001, elle va porter plainte pour abus de confiance au commissariat de Cannes. Dans cette guerre de gros sous, Lucie perd une bataille. Elle est condamnée à payer la somme de 245 000 francs à Christophe Dalmasso, soit près de 45 000 €. Elle n'a aucun revenu et doit verser une somme considérable à son père richissime. Lucie lui en veut énormément. Lucie, elle avait mis un petit mot sur son pare-brise. Rira bien qui rira le dernier. Et là, il m'a dit, maman, sa froideur me fait peur. Il y a une lettre qui est produite dans le cadre de l'instruction où Lucie va quand même avoir des propos assez durs vis-à-vis de son père. Désormais, le père et la fille ne se voient plus que devant les tribunaux. Je crois qu'au niveau affectif, il n'y avait plus rien, il n'y avait rien du tout. À la fin, je pense que quand elle a été adulte, qu'elle a dû peut-être se rendre compte de la valeur que représentait Christophe quelque part, et elle voulait peut-être aller avoir plus que ce que Christophe lui donnait, et il s'est créé une zizanie entre eux, et de là, il y a eu vraiment une... Vous ne pouvez plus se voir, quoi. Pour Christophe, c'en est trop. Près de 20 ans après l'avoir adoptée, il ne veut plus entendre parler de Lucie. Il rédige un testament pour la déshériter, une procédure en désaveu de paternité. Entre le père et la fille, la guerre est ouverte. Lucie s'y plaignait beaucoup de son père, de Christophe. Qu'il n'aidait pas, qu'il était riche, mais qu'il était trop radin, qu'il n'aidait pas, qu'il n'avait jamais versé des pensions ou quoi. Dans une occasion, une fois, elle m'a dit qu'il aimait bien, qu'il lui arrive quelque chose du mal, un accident, pour qu'il puisse devenir quelqu'un plus humble. Lucie ne s'en cache pas, elle lui souhaite le pire. C'est dans ce contexte de rancune et de conflit familial que survient le 2 septembre 2003 la disparition de Christophe. Lorsque sa voiture incendiée est retrouvée, la réaction de sa fille et de son ex-femme est surprenante. En fait, ils avaient tous un journal aussi. Ils étaient tous contents. Du fait que sa voiture avait été retrouvée calcinée. Et je me souviens, ils sont allés chercher une bouteille de champagne pour ouvrir un champagne pour commémorer ça, parce qu'Elisabeth, elle a dit finalement il y a quelque chose de mal qui arrive à Christophe, maintenant il n'a pas payé tout ce qu'il nous a fait et tout. Et moi j'étais un peu dégoûté, j'ai pas trop aimé cette scène. Et je me suis dit bon, je suis parti en fait. Qu'est-il arrivé à Christophe Dalmasso? Dans quelles circonstances a-t-il disparu? Et pour quelles raisons? Le 2 septembre 2003, à 12h19, Christophe passe son dernier appel téléphonique. À partir de 13h30, tous les appels entrants sont dirigés sur sa messagerie. On perd toute trace de l'homme d'affaires à proximité du château Beaulieu, l'immeuble qui lui appartient, dans lequel habite toujours son ex-femme Elisabeth et sa fille Lucie. Dans les semaines qui suivent sa disparition, les enquêteurs n'ont qu'un seul indice, sa voiture incendiée. À cause de ces affaires, les enquêteurs privilégient la thèse de l'enlèvement. Christophe avait prévenu sa mère, il craignait pour sa vie. Je pense qu'il se sentait menacé parce qu'une fois, mais moi j'ai cru que c'était une boutade, parce que Christophe avait beaucoup d'humour. Il me dit, tu sais maman, si on te demande une rançon, tu paies pas. Je lui dis, je paie pas. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Puis dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il est majeur, qu'est-ce qu'il me raconte? Alors j'ai dit, tu me connais Christophe, tu sais que je donnerai tout ce que j'ai. Alors il me dit, c'est pas la peine maman, parce qu'ils me tueront quand même, parce que je les reconnaîtrai. Mais là, moi, vous croyez que j'aurais eu l'idée de lui dire, mais Christophe, on t'a menacé? Non, non, j'ai pas eu. Là, j'ai du remords. J'aurais dit, mais t'as pensé à notre chagrin? Si t'arrives quelque chose, Christophe, si t'as quelque chose à dire, il faut nous te confier. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Le 3 octobre 2004, un mois après sa disparition, la police ouvre une enquête. Et les pistes vont s'avérer nombreuses. D'abord, la piste russe.
Pour commencer, les policiers s'intéressent aux affaires du jeune Niçois et découvrent qu'il était en business avec les Russes. Christophe fréquentait souvent le cabaret Le Saint-Pétersbourg à Mougins, près de Nice, et il sortait souvent avec des jeunes filles russes. La mère de Christophe se souvient d'ailleurs d'une conversation qu'elle a eue à ce sujet avec Elisabeth, l'ex-femme de son fils. Elle me dit, tu peux pas me donner un peu des renseignements? Oh, je dis, tu sais, on pense que ce sont les Russes. Et suite à ça, ils ont eu beaucoup d'appels téléphoniques, la police judiciaire, en les orientant sur les Russes. Christophe était-il en affaire avec la mafia russe? La transaction aurait-elle mal tourné? Il semble en tout cas que des personnes aient voulu mener les enquêteurs sur cette piste. Mais après avoir fouillé le disque dur de l'ordinateur de Christophe Dalmasso, aucun élément sérieux n'est retrouvé à ce sujet. C'est à l'heure. C'est à l'heure. La piste russe, j'ai jamais cru, moi, à la piste russe. Jamais. Jamais, jamais. En revanche, on sait bien que dans un autre dossier, Christophe Dalmasso s'est fait de solides ennemis. Une deuxième piste se dessine alors, la piste corse. Son amie Madame Glenzer lui avait légué une immense fortune qui suscitait des jalousies féroces. Je me demande comment ce Christophe Dalmasso, à l'âge qu'il avait à 35 ans, a pu hériter d'une telle fortune de la part d'une femme qu'il a très peu connue, dont il n'était rien, ni le neveu, ni membre de sa famille. Et pourquoi cet héritage lui a été donné? Lorsque les cousins de Madame Glenzer prennent connaissance du testament en faveur de Christophe Dalmasso, ils entrent dans une colère folle. Ils sont prêts à tout pour remettre la main sur ce magot de famille et tentent de faire changer d'avis la vieille dame. Ils l'ont amenée en Corse. Et en Corse, ils ont voulu lui faire changer son testament, mais elle a refusé parce qu'elle avait toute sa tête. Elle a refusé. Et elle répondait invariablement, je ne reviendrai pas sur ma décision elle est irrévocable, je ne reviendrai pas sur ma décision. Après la mort de la richissime vieille dame, les héritiers déchus décident d'employer les grands moyens. Ils poursuivent Christophe devant la justice. 4 jours après la disparition du jeune homme, une partie du terrain contesté en Corse est mystérieusement incendiée. Tous ces éléments intriguent les enquêteurs, mais les investigations de la PJ Corse ne donnent rien. Les enquêteurs vont alors trouver leur suspect idéal. Tout juste débarqué du Brésil, Edno Borba, 29 ans, est un danseur de capoeira, une danse brésilienne. Il loue depuis 15 jours un appartement à Christophe, au château Beaulieu. Il y rencontre Lucie Dalmasso, sa fille adoptive, et entame immédiatement une liaison amoureuse avec elle. C'est alors que Christophe disparaît. À l'époque, personne ne sait s'il va réapparaître. Curieusement, Edno Borba commande des travaux dans l'appartement qu'il loue, sans l'accord de son propriétaire. C'est-à-dire qu'on va avoir la prise en main du premier étage, qui est un très bel appartement, par Borba da Silva, qui va donc prendre cet appartement pour en faire une salle de danse, alors qu'on sait que pertinemment Christophe Dalmasso était opposé à ce projet. Qu'à cela ne tienne, Dalmasso, Christophe a disparu, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il est enlevé, on ne sait pas s'il est parti, j'allais dire, dans un autre pays pour refaire une vie. Qu'à cela ne tienne, on refait l'appartement et on fait cette salle de danse. Edno, il voulait démolir une partie de l'appartement pour agrandir le salon, des cloisons, et il voulait que je démolisse. Et moi, je ne voulais pas. J'ai dit non, il faut que Christophe l'autorise quand même. Il a dit non, mais je viens juste parler avec lui et il m'a dit que c'est bon, que tu peux démolir la cloison. J'ai dit mais comment t'as appelé? J'ai dit non, j'ai un autre numéro. Il m'a dit comme ça. Selon Edno, Christophe aurait donc choisi de partir et de ne donner des nouvelles à personne d'autre qu'à lui, qu'il connaît seulement depuis 15 jours. Mais ce n'est pas tout. Chez Edno Borba, les enquêteurs vont retrouver 4 chèques appartenant à l'homme d'affaires. Il m'a montré 4 chèques, je ne me souviens plus le montant. Et ces chèques, c'était des chèques qu'Elisabeth devait payer à Christophe. Des chèques dont il ne se sépare jamais. Ce genre de documents, comme tout ce qui touche à l'argent, Christophe les a toujours sur lui, dans un sac banane. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais j'ai dit, mais alors c'est lui le coupable, puisqu'il sort dans la banane à mon fils. Et je me suis mis à trembler. J'ai dit, mais c'est lui le coupable. Lors d'une perquisition chez Edno Borba, les policiers vont également découvrir des documents personnels du jeune homme d'affaires niçois. Des papiers dont il ne se séparait jamais.
Le danseur brésilien est placé sous les verrous. Il est soupçonné de l'enlèvement et de la séquestration de Christophe Dalmasso. D'autres éléments accablent un peu plus le Brésilien. Il se trouvait dans le même quartier que l'homme d'affaires au moment de sa disparition, mais surtout il est le dernier à lui avoir parlé au téléphone. En fait, si la police soupçonne Edno, c'est que le dernier appel de Christophe Dalmasso était pour lui, le jour de sa disparition. Donc il y a quand même des éléments qui impliquent Edno. Plus étrange, le jour où Christophe Dalmasso disparaît, le jeune Brésilien est admis dans un hôpital de Nice pour une blessure à l'arcade sourcilière. Et ils ont retrouvé donc Borba qui a été blessé le jour de la disparition de mon fils. Il a nécessité des soins à 16h47 à l'hôpital Saint-Roch. Lorsque la police l'interroge, Edno Borba livre des explications confuses et contradictoires. Pourquoi ment-il ? Les parents de Christophe ont du mal à croire que seul le Brésilien soit impliqué. Rappelez-vous, il entretient une relation avec Lucie, la fille adoptive de l'homme d'affaires. Pour la mère de Christophe, les amants terribles ont fait le coup ensemble. Et c'est là que je lui ai dit, Borba, je te promets, je saurai ce qui est arrivé à mon fils. Et là, Lucie, pour la première fois, elle a laissé échapper des larmes et lui a caressé le genou. Christophe est-il toujours en vie ? Les espoirs de le revoir vivant s'amenuisent de jour en jour. 1 an après la disparition du jeune millionnaire, coup de théâtre. Des baigneurs font une macabre découverte en baie de Cannes, sur la plage de Golfe-Juan. Des restes d'ossements humains. La police scientifique fait immédiatement des tests ADN. Il y a une analyse, vous savez quels sont les résultats qu'on obtient à partir d'une recherche d'ADN. Et là, coup de tonnerre, le pied, le tibia, c'est bien le fils Dalmasso. Janvier 2005, la police a désormais un cadavre, mais dans quelles conditions Christophe Dalmasso est-il mort? Edno Borba est à présent accusé d'homicide volontaire. Après avoir parlé d'une fuite volontaire de l'homme d'affaires, il va donner une toute autre version des faits. Selon lui, c'est Lucie qui a commandité le meurtre de son père. Alors qui est Lucie? A-t-elle pu tuer son père? J'aurais jamais pu imaginer qu'on vivrait une telle tragédie et pire que je sois salie, victime d'accusations terribles. On parle de meurtre, on parle de parricide. Lucie Dalmasso est accusée du meurtre de son père par Edno Borba. Elle lui aurait proposé une somme d'argent contre la tête de son père, mais Edno refuse. Elle aurait alors fait tuer son père par des hommes de main dans un seul but, toucher son héritage de 15 millions d'euros. Elle aurait ensuite fait enterrer son corps dans le jardin de son grand-père maternel à Vallauris, au-dessus de Cannes. Sauf que si son corps n'est pas retrouvé, Lucie ne peut pas toucher l'héritage. Borba da Silva, lorsque les restes de M. Christophe Dalmasso vont être découverts, va indiquer on a fait ressortir le cadavre de M. Christophe Dalmasso parce que on s'était rendu compte, donc il parle de Lucie, on s'était rendu compte qu'on était parti sur une procédure en recherche, disparition, et que dans ce type de procédure, elles ne peuvent être clôturées qu'après un délai de 10 ans. Comment il a pu dire 10 ans si on n'y a pas dit à ce garçon? Comment il a pu inventer ce chiffre? Pour qu'il ait dit ça au service de police, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est quelqu'un qui lui a dit. C'est quelqu'un qui, à mon avis, est certainement beaucoup plus au fait de la loi française qu'un danseur du Brésil, ça c'est sûr. Concrètement, pas de corps, pas d'héritage. Alors selon Edno, pour toucher la fortune de son père, 6 mois plus tard, Lucie lui aurait demandé de déterrer le corps de son père et de le jeter dans une rivière. Une version qui concorde avec les analyses scientifiques. C'est après une tempête. Il y a pas mal de ruissellement dans le secteur de Golfe-Juan-Vallauris. Et en fait, je crois qu'il y a, après ce ruissellement, il y a plusieurs petits cours d'eau qui se déversent dans la mer et qui ont charrié tout un tas d'ossements, des ossements d'animaux, mais dedans et aussi des ossements humains, donc qui proviendraient de la colline, quoi. Sur le pied de Christophe, on retrouve également d'étranges points noirs. Les expertises ont démontré
que les points noirs dans le pied de Dalmasso étaient exactement semblables quant à leur essence au pain, aux aiguilles de pain qui se trouvaient aux alentours de la maison. Donc on a la certitude qu'il a séjourné un moment à cet endroit, près de cet endroit. Reste à savoir où et comment Christophe Dalmasso a été enlevé. On suppose, et c'est à mon avis sûr, puisque le dernier appel téléphonique de M. Christophe Dalmasso est vers le château Beaulieu. Donc on pense qu'il a été certainement agressé, enlevé, séquestré et puis ensuite emmené dans sa voiture certainement. Donc on s'est posé la question, est-ce que véritablement on ne l'a pas attendu dans son garage? Est-ce que véritablement il n'y avait pas un guet-apens qui était organisé? Et il faudra attendre un an et demi d'instruction pour qu'on ait la révélation qu'il y avait un bip, effectivement, certainement dans la poche de M. Dalmasso, mais aussi il y avait un double du bip. Et ce double du bip, c'est quand même un peu gênant. On le retrouve dans la famille Kirsten-Dalmasso, Lucie Dalmasso. Mais pourquoi à ce moment-là, elle ne dit pas à la police? J'ai le bip et j'ai les clés. Si jamais, on ne sait jamais, son père vient de disparaître, elle se fait du souci. La meilleure des choses à faire, c'est d'aller voir dans son garage s'il n'y a pas du sang, s'il n'y a pas quelque chose. Et pourquoi elle le dit à la police? Il me semble qu'il faut un bip. Mais pourquoi? Ça interpelle, ça. Les accusations d'Edno, les omissions répétées de la jeune femme auprès des enquêteurs, l'étau se resserre de plus en plus autour de Lucie. 1 an et demi après la disparition de Christophe Dalmasso, le juge d'instruction décide d'envoyer la fille adoptive en prison. En février 2005, elle est mise en cause par Borbat et Silva comme ayant été l'instigatrice et la commanditrice du meurtre de son père, de son enlèvement. À ce moment-là, elle va être, alors qu'elle a été interrogée plusieurs fois comme témoin, elle va être mise en examen par le juge d'instruction et incarcérée. En prison, Lucie Dalmasso n'en démord pas. Elle n'a rien à voir avec la mort de son père. Pour René Dalmasso, au contraire, Lucie a tout calculé. Lucie, c'est une petite qui a beaucoup de sang-froid, qui est très déterminée, qui a un moi, je dirais qu'elle est Machiavel. Elle a toujours réponse à tout. Les enquêteurs mettent l'entourage de Lucie sur écoute et certaines conversations paraissent édifiantes. Alors, Borba dit à Lucie, « Lucie, je ne te dois pas d'argent parce que quelque chose a été fait. Lucie, tu veux que je te dise par téléphone les choses qui ont été combinées entre moi et toi ?» Et il rajoute, « Et la chose que tu sais a été faite. Et tout ce qui a été fait, c'était une question de le faire pour toi. » Pour Lucie Dalmasso, peu d'éléments matériels. En revanche, un vrai mobile, l'héritage de son père estimé à 15 millions d'euros. Le juge d'instruction veut renvoyer devant la cour d'assises Edno Borba pour homicide et Lucie Dalmasso pour complicité. Lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la cour d'assises pour mademoiselle Dalmasso, ça m'a paru être un travail tout à fait objectif et normal. Mais contre toute attente, Lucie est laissée libre et blanchie par la chambre d'instruction. Qu'il soit désavoué par la chambre de l'instruction, je vous dis franchement, j'ai été sidéré. On balaye à la cour d'appel, on balaye tout ça. Ce ne sont pas des preuves. Lire un arrêt de la chambre de l'instruction qui blanchit cette jeune femme, mais qui, j'allais dire, qui se contente de prendre le contre-pied de tout ce que nous avons allégué. Lorsque nous alléguons des charges, elles ne sont pas suffisantes, elles ne sont pas rapportées, elles ne sont pas démontrées, et cette personne est blanchie. Les magistrats ne croient pas en la culpabilité de Lucie. C'est donc Edno Borba qui comparaîtra seul devant la cour d'assises. Cinq ans ont passé. Le procès s'ouvre enfin. Et stupeur, au bout d'une semaine, la présidente du tribunal suspend les débats. Il y a pour elle trop de zones d'ombre, elle réclame qu'on reprenne l'enquête. Edno Borba est remise en liberté sous contrôle judiciaire. C'est 5 ans que je parlais, j'aimais personne à mes côtés, mais je suis content, mais encore à des choses à faire et vont faire jusqu'au bout. Edno continue d'accuser Lucie.
Alors les enquêteurs retournent sur le terrain du grand-père de Lucie et vont faire d'intéressantes découvertes. D'abord, un trou d'1,80 m sur 1 mètre et des ossements d'animaux qui rappellent ceux retrouvés sur la plage avec les restes de Christophe Dalmasso. Et si Edno disait vrai, tous les regards se portent alors sur Lucie. Après avoir bénéficié d'un non-lieu, elle est suspectée à nouveau d'être la commanditaire de l'assassinat de son père. Elle est sous le choc. J'aurais jamais pu imaginer qu'on vivrait une telle tragédie et pire que je sois salie, victime d'accusations terribles. On parle de meurtre, on parle de parricide. Pour elle, le fait que son père ait souhaité la déshériter n'est pas un mobile de meurtre. Ce testament, on a pris connaissance bien plus tard, et ensuite, même si j'en avais eu connaissance avant, c'est pas un mobile. On tue quelqu'un parce qu'il vous déshérite, c'est ridicule, Quand on peut hériter de 15 millions d'euros... Alors ça, c'est des chiffres qui me font rire, parce qu'ils sont là, en suspens, comme ça, mais concrètement, je vois pas d'où sortent ces chiffres. Quant à Edno, il continue d'accuser Lucie. Elle a tout préparé. Il était bon jour quand elle me parlait, ouais, c'est fait. Elle vous dit, ça y est, c'est fait, en parlant de la disparition de son père. C'est ça? Ouais, elle a parlé ça. C'est même une question, je me posais, mais pourquoi elle me parle tout, mais tu es un fort. Juste na rigolade, elle a parlé, et plus, si je vais en prison, je passe pour un folle, je ne vais pas en prison. Parole contre parole. À ce jour, Edno Borba est toujours mise en examen pour le meurtre de Christophe Dalmasso et en dépit des accusations de son ex-amant, aucune charge ne pèse contre Lucie. L'enquête repart à zéro, l'affaire Dalmasso est loin d'être terminée. J'ajoute qu'à l'issue du procès, la présidente de la cour d'assises a demandé un complément d'instruction. Edno Borba a été libéré sous contrôle judiciaire et le danseur brésilien en a profité pour fuir la France. Affaire à suivre donc. C'est la fin de Suspect numéro 1. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur TMC.